Il faisait encore nuit sur la base aérienne de Fort Worth, au Texas, en janvier 1974, quand un rugissement sourd fit trembler les vitres des hangars. Un chasseur blanc, aux lignes acérées, roulait lentement vers la piste, ses feux de navigation découpant l'obscurité comme des lames. Les mécaniciens s'écartaient en silence, le regard fixé sur cette machine qui ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu auparavant. Le pilote poussa la manette des gaz et en quelques secondes, l'appareil disparut dans le ciel noir. Ce jour-là, le monde ne le savait pas encore, mais l'aviation de combat venait de changer pour toujours. Et pourtant, ce n'était qu'un début. Le General Dynamics F-16 Fighting Falcon venait de réaliser son premier vol. Petit, agile, doté d'une verrière à 360 degrés et d'un siège éjectable incliné à 30 degrés pour résister aux forces G, il incarnait une nouvelle philosophie de combat. Là où les chasseurs précédents étaient lourds et complexes, le F-16 était léger, réactif, presque organique dans ses réponses. Son système de commande de vol électrique, le fly-by-wire, permettait aux pilotes de manœuvrer l'appareil avec une précision chirurgicale, sans jamais ressentir les limites mécaniques qui paralysaient les générations précédentes. En 4 ans seulement, il fut adopté par les forces aériennes de plus de 20 nations, de l'Europe à l'Asie, de l'Amérique latine au Moyen-Orient. Mais dès les premières semaines suivant ce vol inaugural, l'équipe d'ingénieurs derrière le projet regardait déjà au-delà. Harry Hilleker était le cerveau derrière le F-16. Cet ingénieur discret, aux lunettes épaisses et au caractère obstiné, avait passé des années à repenser les principes fondamentaux de l'aérodynamisme militaire. Pour lui, le F-16 était une étape, pas une destination. Dès 1977, 3 ans seulement après le premier vol de son chasseur, il lança un nouveau programme en interne chez General Dynamics, financé par les fonds propres de l'entreprise. Ce programme fut baptisé Model 400 ou F-16 SCAMP pour Supersonic Cruise and Maneuver Prototype. L'objectif affiché était scientifique, étudier le comportement de l'écoulement laminaire à des vitesses supersoniques et analyser les causes et effets des bancs soniques sur une cellule dérivée d'un chasseur existant. Personne ne parlait encore d'un nouvel avion de combat. Le problème que cherchait à résoudre Hilleker était fondamental. Le F-16 pouvait franchir le mur du son grâce à sa post-combustion, mais ce régime consommait le carburant à une vitesse alarmante. En combat réel, un pilote disposait de quelques minutes à peine en post-combustion avant d'être contraint de réduire la poussée ou de rentrer à la base. Cela limitait drastiquement le rayon d'action opérationnel de l'appareil et réduisait sa capacité à mener des missions de pénétration profonde en territoire ennemi sans ravitaillement. Hilleker voulait un avion capable de voler vite, très vite, sans brûler ses réserves en quelques minutes. La solution résidait dans la forme des ailes. Pendant plus de 2 ans, l'équipe mena des études théoriques intensives, remplissant des cahiers de calcul et de schémas, testant des configurations sur des modèles réduits dans des souffleries privées. Puis vint le partenariat décisif avec le centre de recherche Langley de la NASA dans l'État de Virginie. Pendant 3600 heures d'essais en soufflerie, les ingénieurs testèrent des dizaines de formes d'ailes différentes, mesurant la traînée, la portance et le comportement aux angles d'attaque élevés. Le résultat fut une révélation. Une aile en delta brisée, avec une flèche de 50 degrés à l'emplanture pour les vols supersoniques et une flèche de 70 degrés sur la partie externe pour les vols subsoniques. Cette géométrie, que les ingénieurs appelèrent « cranked arrow », offrait une surface alaire 2 fois supérieure à celle du F-16 standard, sans augmentation notable de la traînée aérodynamique. Les modifications sur la cellule furent profondes. La longueur du fuselage fut allongée de 58 pouces, soit près d'1,50 m, avec 2 nouvelles sections ajoutées à l'avant et à l'arrière de l'appareil. Les nouvelles ailes, fabriquées en fibre de carbone spéciale, étaient plus légères de près de 270 kg par rapport à une structure métallique équivalente. Pourtant, la masse totale à vide atteignait 10 000 kg, soit 1400 kg de plus que le Falcon standard.
Au décollage en charge maximale, la bête pesait 21 000 kg. L'envergure s'étendait sur 10,40 mètres et la hauteur de l'appareil dépassait 5,40 mètres. Ce qui rendait cette machine véritablement terrifiante, c'était sa capacité d'emport. 27 points d'accrochage sous les ailes et le fuselage, 16 missiles de 340 kg sous voilure, 2 Sidewinder RR aux extrémités, 4 AIM 120 à moyenne portée en position semi-encastrée et un canon rotatif Vulcan de 20 mm pour les engagements rapprochés. La capacité en carburant était exactement le double de celle du F-16 original, transformant l'appareil en véritable prédateur longue portée. Et quand les 2 prototypes roulèrent hors des hangars de Fort Worth en été 1979, même les ingénieurs qui les avaient construits retinrent leur souffle. Cette machine n'était plus un prototype de recherche, c'était quelque chose d'entièrement nouveau. Et Washington allait bientôt l'apprendre à ses dépens. En mars 1981, le Pentagone publia une annonce qui fit l'effet d'une bombe dans les couloirs des grands constructeurs aéronautiques américains. L'US Air Force lançait officiellement le programme ETF, Enhanced Tactical Fighter, dont l'objectif était de trouver un remplaçant au General Dynamics F-111 Aardvark, un bombardier supersonique vieillissant qui avait montré ses limites lors des conflits précédents. Les spécifications étaient claires et exigeantes. L'appareil devait être capable de mener des missions de pénétration profonde en territoire ennemi, de nuit, par mauvais temps, sans escorte de chasseurs et sans soutien de brouillage électronique extérieur. Autrement dit, l'Air Force cherchait un prédateur solitaire, capable de frapper seul au cœur du dispositif adverse et de rentrer intact. David Randall Kent, directeur du programme chez General Dynamics, n'hésita pas une seconde. Il soumit le F-16XL à la compétition, convaincu que les années de travail de l'équipe Hilleker avaient produit exactement ce que l'Air Force réclamait. En face, McDonnell Douglas présentait le F-15E Strike Eagle, une version modifiée du F-15D, un biplace d'entraînement dont le siège arrière avait été reconverti pour accueillir un officier système d'armes. La comparaison sur le papier semblait déséquilibrée en faveur du XL, mais dans le monde de l'acquisition militaire, les feuilles de calcul ne racontaient jamais toute l'histoire. Les essais en vol comparatif débutèrent en 1982 à la base d'Edwards en Californie, dans le désert Mojave, où les conditions atmosphériques stables permettaient des mesures précises. Le F-16XL était propulsé par un turbofan General Electric F-110 GE100, développant 7700 kg de poussée à sec et 13 100 kg en post-combustion. Ces chiffres permettaient à l'appareil d'atteindre une vitesse maximale de 2250 km/h, soit environ 2 fois la vitesse du son, avec une vitesse de croisière stabilisée à près de 1000 km/h. Le plafond opérationnel atteignait 15 200 mètres et le taux de montée dépassait 310 mètres par seconde, ce qui signifiait qu'en moins de 50 secondes, l'appareil pouvait passer du niveau de la mer à 10 000 mètres d'altitude. Mais les chiffres bruts ne suffisaient pas à mesurer la supériorité du XL. Ce qui frappa les pilotes d'essai dès les premières missions, c'était la capacité de l'appareil à maintenir sa vitesse supersonique sans recourir en permanence à la post-combustion. Grâce au delta brisé, le XL générait suffisamment de portance à haute altitude pour maintenir Mach 1,2 en régime sec sur des distances que le Falcon standard n'aurait jamais pu parcourir. En termes opérationnels concrets, cela signifiait un rayon d'action en mission de pénétration profonde pratiquement doublé par rapport au F-16 classique, sans ravitaillement en vol. Pour une mission de frappe en Europe centrale contre des lignes d'approvisionnement soviétiques, cette différence n'était pas anecdotique. Elle était décisive. Les tests d'emport confirmèrent également ce que les ingénieurs avaient promis. Lors d'une mission simulée de suppression des défenses ennemies, le XL décolla avec une charge de 16 bombes de 340 kg, 4 missiles RR et 2 réservoirs supplémentaires, tout en conservant des performances de manœuvre acceptables à moyenne altitude. Le F-15E, de son côté,
affichait une capacité d'emport comparable sur le papier, mais son profil aérodynamique, moins optimisé pour les hautes vitesses, le rendait plus vulnérable au système de défense antiaérienne moderne lors des phases de pénétration à basse altitude. En 1983, lors d'une interview accordée à Air Force Magazine, Randall Kent résuma les conclusions des essais sans détour. Le programme de test en vol du F-16XL avait démontré de manière concluante que l'appareil répondait à toutes les prévisions théoriques et que ses performances représentaient une augmentation significative des capacités de mission par rapport à tout ce que l'Air Force possédait alors. Il ajoutait que le coût de développement restait maîtrisé grâce à la base technologique commune avec le F-16 existant, ce qui réduisait les risques industriels et opérationnels. Sur le plan purement technique, le dossier était béton. Et pourtant, à Washington, quelque chose ne se passait pas comme prévu. Dans les bureaux climatisés du Pentagone, loin des pistes poussiéreuses d'Edward, d'autres calculs étaient en train de se faire. Des calculs qui n'avaient rien à voir avec les performances aérodynamiques, les rayons d'action ou les charges utiles. Des calculs politiques, industriels et budgétaires dans lesquels le meilleur avion n'était pas forcément celui qui allait gagner. Les ingénieurs de General Dynamics ne le savaient pas encore, mais le destin du XL était déjà en train de se jouer dans des salles de réunion où personne ne portait de combinaison de vol. Et la décision qui allait tomber allait laisser l'un des chasseurs les plus capables de sa génération sans le moindre avenir militaire. Le verdict tomba en février 1984 par un communiqué officiel de l'US Air Force aussi sec qu'un coup de machette. Le contrat du programme Enhanced Tactical Fighter était attribué à McDonnell Douglas et son F-15E Strike Eagle. General Dynamics n'avait pas été retenu. 2 ans d'essais en vol, des milliers d'heures de développement, des performances objectivement supérieures sur presque tous les critères mesurables, et le résultat était celui-là. Dans les hangars de Fort Worth, les techniciens apprirent la nouvelle en silence. Certains posèrent leurs outils, d'autres ne dirent rien pendant des heures. La justification officielle fournie par le Pentagone tenait en quelques lignes froides. Premièrement, le F-15E nécessitait moins de modifications structurelles profondes que le XL, car il dérivait d'une cellule déjà en production massive et parfaitement maîtrisée par les équipes de maintenance de l'Air Force. Deuxièmement, sa configuration bimoteur avec 2 turbofans Pratt & Whitney F100, développant chacun plus de 13 000 kg de poussée en post-combustion, lui conférait une redondance propulsive cruciale en mission de combat. Si un moteur était endommagé par un missile sol-air ou par des éclats d'obus au-dessus du territoire ennemi, l'équipage conservait une chance réelle de rentrer à la base sur le moteur restant. Le XL, avec son unique General Electric, n'offrait aucune seconde chance dans ce scénario. Troisièmement, et c'était là le point que personne ne disait ouvertement mais que tout le monde comprenait, McDonnell Douglas était un géant industriel dont les usines employaient des dizaines de milliers de personnes dans des états politiquement sensibles. Le F-15 était déjà en service dans l'Air Force, déjà exporté à Israël, au Japon et à l'Arabie Saoudite. Choisir le Strike Eagle, c'était consolider une filière existante, rassurer les alliés et éviter le risque politique d'un programme entièrement nouveau. Dans ce contexte, les performances supérieures du XL devenaient presque un détail gênant plutôt qu'un argument décisif. Ce que le Pentagone ne dit pas non plus, c'est que le F-16XL souffrait de plusieurs limitations opérationnelles que les essais avaient révélées sans qu'elles soient jamais médiatisées. Les gouvernes de roulis aux basses vitesses montraient une efficacité insuffisante, particulièrement lors des approches à forte incidence, ce qui rendait l'appareil délicat à contrôler dans les phases critiques du combat tournoyant rapproché. L'absence de missiles aux extrémités d'ailes, conséquence directe de la géométrie du delta brisé, réduisait ses capacités défensives immédiates face à un chasseur ennemi en combat visuel. Et malgré ses 27 points d'accrochage impressionnants sur le papier, la configuration optimale en charge maximale dégradait sensiblement ses qualités de vol, transformant temporairement ce prédateur en une plateforme lourde et prévisible. Harry Hilaker, l'homme qui avait conçu les 2 appareils, le F-16 et le XL,
encaissa la défaite avec la sobriété d'un ingénieur qui savait depuis longtemps que les meilleures machines ne gagnaient pas toujours. Il continua son travail chez General Dynamics sans déclaration fracassante. Mais dans les cercles de l'aviation militaire américaine, la question resta ouverte pendant des années. L'Air Force avait-elle réellement choisi le meilleur avion ou simplement le plus commode ? Les pilotes qui avaient volé sur le XL pendant les essais comparatifs n'avaient aucun doute sur la réponse. Mais leur avis n'avait pesé que peu de choses face aux arguments des comptables et des lobbyistes. Le F-15E Strike Eagle entra en service opérationnel en 1988 et participa à la guerre du Golfe en 1991, où il effectua des missions de frappe profonde avec un bilan honorable. Mais ces pertes au combat, bien que limitées, confirmèrent une réalité que les partisans du diesel n'avaient pas manqué de souligner. Un avion monomoteur, même vulnérable, qui rentre à la base avec un seul moteur, vaut mieux sur le plan humain qu'un biplace bimoteur abattu au-dessus de Bagdad, faute d'une vitesse de pénétration suffisante pour échapper aux missiles sol-air. Le débat resta théorique, comme souvent dans l'histoire de l'aviation militaire. Pendant ce temps, les deux prototypes du F-16 XL furent convoyés sans cérémonie vers la base aérienne d'Edwards en Californie, où ils rejoignirent les rangées silencieuses des appareils expérimentaux remisés dans les hangars gouvernementaux. Ni exposition, ni communiqué, ni hommage officiel. Juste deux machines extraordinaires garées dans un coin de désert californien, sous une bâche, à attendre que quelqu'un se souvienne d'elles. Ce quelqu'un finit par arriver. Mais ce n'était pas l'armée, c'était la NASA. Et ce qu'elle allait découvrir en remettant ses appareils en vol allait surprendre jusqu'aux ingénieurs qui les avaient construits. En 1988, 4 ans après la décision du Pentagone, 2 camions transportant des pièces détachées et des dossiers techniques quittèrent discrètement les entrepôts d'Edwards pour rejoindre les installations de recherche de la NASA à Eimsdweiden, rebaptisé depuis Centre de recherche en vol Armstrong. Personne ne fit de photos, aucun journaliste ne couvrit l'événement. Les 2 prototypes du F-16 XL, qui avaient coûté des centaines de millions de dollars à développer et dont les performances avaient stupéfié les pilotes d'essai les plus expérimentés de l'Air Force, changeaient simplement de propriétaire administratif. La NASA avait des questions, et ces 2 machines étaient les seules au monde capables d'y répondre. Le premier prototype fut confié au centre Eimsdweiden pour un programme d'étude du contrôle de la couche limite laminaire, une discipline aérodynamique fondamentale dont les applications potentielles dépassaient largement le cadre militaire. Les ingénieurs fixèrent sur l'aile gauche de l'appareil un gant en titane à aspiration active, une structure creuse percée de millions de micro-perforations invisibles à l'œil nu, capable d'aspirer mécaniquement la fine couche d'air turbulent qui se formait naturellement à la surface de l'aile en vol supersonique. L'idée était simple en théorie. Si l'on parvenait à maintenir un écoulement laminaire stable sur une surface alaire étendue à des vitesses élevées, la traînée aérodynamique chuterait de manière spectaculaire, réduisant la consommation de carburant et augmentant le rayon d'action de tout appareil équipé de cette technologie. Les vols d'essai commencèrent progressivement, avec des montées en vitesse prudentes pour vérifier le comportement du gant en titane sous contraintes thermiques et mécaniques. À Mach Z,8, les résultats étaient encourageants. À Mach 1,2, il devenait franchement remarquable. La couche laminaire se maintenait sur une portion significativement plus grande de la surface alaire que tout ce que les modèles théoriques avaient prédit, réduisant la traînée de frottement dans des proportions qui, appliquées à un avion de ligne commerciale, auraient représenté des économies de carburant considérables sur chaque vol transatlantique. La NASA publia ses premières conclusions dans des revues spécialisées, sans tambour ni trompette, mais les ingénieurs des grands constructeurs civils lurent ces rapports avec une attention extrême. Parallèlement, le premier prototype fut également utilisé pour des mesures acoustiques précises des bangs soniques générés lors des transitions supersoniques, ainsi que pour l'analyse du bruit moteur lors des phases de décollage chargé.
Ces données alimentèrent directement les réflexions sur la réglementation du survol des zones habitées par des appareils supersoniques, un débat qui agitait les autorités de l'aviation civile depuis l'entrée en service du Concorde en 1976. Le 40, initialement conçu pour détruire des infrastructures militaires en Europe de l'Est, finissait par contribuer à la sécurité acoustique des riverains d'aéroports. L'ironie était complète. Le deuxième prototype connut un destin encore plus surprenant. Équipé d'un nouveau moteur General Electric F110G, une version améliorée développant une poussée à sec accrue par rapport à la motorisation d'origine, il fut affecté à des essais de performance pure à haute altitude. Lors d'une mission de routine à 6000 mètres d'altitude, au-dessus du désert californien, le pilote d'essai réduisit progressivement la post-combustion pour tester la vitesse minimale de maintien en vol supersonique. Ce qu'il constata laissa l'équipe au sol sans voix pendant plusieurs secondes. L'appareil maintenait Mach 1,1 en régime sec, sans aucun recours à la post-combustion, avec les réservoirs à moitié pleins et une charge externe standard. Le F-16XL venait d'atteindre spontanément le supercruise, cette capacité de croisière supersonique sans post-combustion que les ingénieurs militaires du monde entier cherchaient à atteindre depuis des années et qui ne serait officiellement intégré comme critère de conception que dans les chasseurs de 5e génération comme le F-22 Raptor, mis en service plus de 10 ans plus tard. Ce résultat n'avait jamais été prévu dans les spécifications originales du programme SCAMP. Il n'avait pas été recherché délibérément, il était apparu naturellement, comme la conséquence logique d'une aérodynamique exceptionnellement bien optimisée et d'une motorisation légèrement plus puissante que la version initiale. Pour les ingénieurs qui avaient conçu cet appareil dans les années 70, avec les outils de calcul de l'époque, c'était la confirmation que le XL avait toujours été capable de plus que ce que les essais officiels de 1982 et 1983 avaient mesuré. L'Air Force avait éliminé un appareil dont elle n'avait peut-être jamais pleinement compris le potentiel réel. Les tests NASA se poursuivirent jusqu'en 1999, accumulant des données qui enrichirent la conception de plusieurs programmes civils et militaires ultérieurs. Puis, les vols cessèrent, les dossiers furent archivés et les deux prototypes furent à nouveau immobilisés. 11 ans de recherche, des découvertes majeures et au bout du compte, 2 avions extraordinaires qui ne voleraient plus jamais en mission opérationnelle. Le désert californien avait gardé leur secret plus longtemps que quiconque ne l'avait imaginé. Mais l'histoire du F-16XL n'était pas encore tout à fait terminée. Quand la NASA ferma officiellement le programme en 1999, les 2 prototypes du F-16XL furent convoyés une dernière fois, sans escorte et sans discours. Le premier appareil rejoignit le musée du Centre de recherche en vol Armstrong à Edwards, où il fut placé en exposition statique, les ailes chargées du silence de toutes les missions qu'il n'avait jamais volées. Le second prototype fut transféré au musée de l'Air Force Flight Test Center sur la même base, à quelques centaines de mètres à peine. 2 machines séparées par une route goudronnée, réunies par le même destin. Devenir des objets de contemplation pour des visiteurs du dimanche qui ne sauraient jamais vraiment ce qu'elles avaient représenté. Pendant ce temps, le F-15E Strike Eagle, que le Pentagone avait préféré, continuait sa carrière opérationnelle. Il participa aux frappes en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie. Son bilan de combat fut solide, personne ne le contestait. Mais les coûts de maintenance grimpèrent régulièrement à mesure que la cellule vieillissait, les heures de vol s'accumulaient et les technologies des années 80 montraient leurs limites face aux systèmes de défense antiaérienne modernes. En 1991, lors de la guerre du Golfe, 2 F-15E furent abattus au-dessus de l'Irak lors de missions de frappe nocturne. Leurs équipages moururent ou furent capturés. La redondance bimoteur que le Pentagone avait invoquée comme argument décisif face au XL n'avait pas suffi à les sauver. Ce paradoxe illustrait parfaitement la logique tordue qui gouvernait les décisions d'acquisition militaire dans les années 80.
On avait écarté un appareil monomoteur au nom de la survie des équipages. Puis, on avait envoyé des bimoteurs se faire rabattre au-dessus de Bagdad, dans des conditions opérationnelles pour lesquelles le XL, avec sa vitesse de pénétration supérieure et son profil radar plus discret, aurait peut-être offert de meilleures chances de survie. Personne au Pentagone ne fit jamais ce calcul officiellement. Les dossiers d'acquisition restèrent fermés et les conclusions restèrent dans les couloirs. Le F-16 Standard, lui, continua de voler partout dans le monde. Plus de 5000 unités produites, 400 000 sorties de combat, 19 millions d'heures de vol accumulées au fil des décennies. Il combattit au-dessus du Liban, de l'Irak, des Balkans, de l'Afghanistan, de la Syrie et dans des dizaines d'autres théâtres d'opérations moins médiatisés. Robuste, abordable, relativement simple à maintenir, il devint l'épine dorsale de l'aviation de combat occidentale pour une génération entière de pilotes. Mais chaque fois qu'un F-16 rentrait à la base avec ses réservoirs presque vides après une mission de frappe profonde, la question revenait inévitablement pour ceux qui connaissaient l'histoire. Combien de kilomètres supplémentaires aurait couvert un XL dans les mêmes conditions, avec le double de carburant et 2 fois plus d'armement? La réponse existait dans des rapports classifiés que peu de gens avaient lus. Elle existait dans les carnets de vol des pilotes d'essai d'Edward, qui avaient volé sur les 2 appareils côte à côte en 1982 et 1983. Elle existait dans les données NASA archivées quelque part dans des serveurs gouvernementaux, enregistrant ce Mach 1,1 atteint sans post-combustion au-dessus du désert californien, une performance que les chasseurs de 4e génération contemporains du XL ne pouvaient tout simplement pas égaler. Mais ces réponses ne changeaient plus rien. Le monde avait continué sans le 40. Ce que l'histoire du F-16-40 révèle, au fond, c'est une vérité que l'industrie aéronautique militaire a toujours préféré ne pas formuler trop clairement. Les meilleurs avions ne sont pas ceux qui gagnent les contrats, et les contrats ne sont pas toujours attribués aux meilleurs avions. Entre une machine révolutionnaire qui demande du temps, de l'argent et une volonté politique de prendre des risques industriels, et une machine correcte qui s'appuie sur des chaînes de production existantes et des réseaux de maintenance déjà en place, les bureaucraties militaires choisissent presque systématiquement la seconde option. Le XL était trop en avance, trop différent, trop ambitieux pour un système d'acquisition fondamentalement conservateur. Hilaker mourut en 2009 sans avoir jamais vu son avion voler en opération. Il laissa derrière lui le F-16 qui continua de voler pour des dizaines de nations et le XL qui resta au sol pour toujours. 2 enfants du même père avec des destins radicalement opposés. L'un devint une légende mondiale, l'autre devint une question sans réponse posée en métal et en fibre de carbone dans le désert californien. Si cette histoire vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas hier, alors laissez un commentaire en dessous, parce que vous n'êtes certainement pas le seul. Likez cette vidéo pour que l'algorithme la montre à ceux qui méritent de connaître cette histoire. Et abonnez-vous, parce que ce que nous allons raconter dans les prochaines vidéos est tout aussi incroyable, et vous ne voudrez pas le manquer.